Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci donc d'être là. Bienvenue pour la suite de ce cycle finalement de conférences. Et bienvenue à ceux que je ne connais pas encore. Je vois quelques visages nouveaux, cela dit. Donc cette soirée qui nous réunit autour de l'aide aux devoirs, évidemment un sujet, je dirais presque tabou, l'aide aux devoirs, le cauchemar des devoirs du soir, tant pour les enfants qui rentrent de classe, généralement fatigués, que pour les parents qui rentrent de leur travail, également stressés. Cette soirée, donc, comme on vous l'a annoncé, sera co-animée. Nous n'aurons pas trop de nos deux voix pour traiter un tel sujet. Je serai donc sur un aspect, alors je ne peux pas dire théorique parce que ça ne me ressemble pas beaucoup, mais tout de même. Et donc, Caroline, elle, illustrera davantage d'exemples pratiques ce que nous allons aborder. Alors, donc l'aide aux devoirs, je dirais, évitons que ces devoirs ne deviennent un véritable cauchemar. Comment aider nos enfants, nos petits-enfants? Comment les aider durablement? Comment les aider sereinement? Et bien sûr, comment les aider efficacement? Je dirais que les devoirs à la maison, le travail à la maison, le travail du soir, c'est un petit peu le serpent de mer. Il y a des partisans, il y a des détracteurs, mais en fait, quand on lit un petit peu la littérature, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun système qui finalement n'ait pu démontrer l'efficacité de ces devoirs le soir, au moins, en tous les cas, jusqu'à la 4e. On sait pourtant, regardons les chiffres en guise d'introduction, que 8 parents sur 10 considèrent cet exercice, entre guillemets, des devoirs d'histoire comme un exercice extrêmement périlleux et épuisant, que seulement 30% des élèves font tous les soirs leurs devoirs, seulement 30% des élèves, et que à partir de la 4e, 20% des élèves ne les font jamais. Quelques préalables, néanmoins, avant donc d'aborder des techniques donc, qui seront efficaces, facilitatrices. Les préalables, bien tout d'abord, c'est de respecter un temps de décompression au retour du collège, au retour de l'école, au retour du collège, au retour du lycée. Et j'ai aussi commencé par cela. Nos enfants, les élèves, sont, pour certains, en tous les cas, épuisés, vraiment, lorsqu'ils rentrent du collège. Un temps aussi pour débriefer, un temps pour parler d'autre chose. Alors, cela va du, bien sûr, comment vas-tu? Tout s'est bien passé? Et pas obligatoirement, alors, tu as eu quelle note? Alors, tu as réussi? Alors, et le contrôle? Alors, c'était difficile? Alors, un temps pour que les choses se posent, je dirais, une sorte de rituel zéro d'installation où on remodélise l'empathie. Ne parlons pas tout de suite de choses qui fâchent. Toujours dans les préalables, on avance quand même un petit peu, un lieu qui soit neutre, un lieu sans trop de distracteurs.
Les élèves ont des problèmes d'attention, vous le savez bien. Ils sont souvent bombardés de stimuli sonores, visuels. La chambre n'est peut-être pas le meilleur endroit pour travailler, surtout si le bureau est extrêmement mal rangé, surtout si le sol est jonché de tout ce qu'il ne faudrait pas, et les murs eux-mêmes remplis de ce qu'il ne faudrait pas. Faire attention à trouver un lieu qui soit un lieu neutre, en dehors de trop de sollicitations sonores, en dehors de trop de sollicitations visuelles. Et puis, on peut aussi, pour encourager le rangement avant de se mettre au travail, il peut y avoir la photo du bureau lorsqu'il est bien rangé. Regarde comment ça doit être. Regarde comment ça a été. Donc regarde comment tu as su le faire. Je ne te demande pas quelque chose d'impossible. Avant de se mettre au travail, on peut comparer l'état du bureau avec l'état de la photo. Un matériel tout à fait identifiable, accessible. Il peut y avoir des codes couleurs. Vous savez très bien que dans une grande majorité des établissements, les emplois du temps sont en couleur. En tous les cas, en primaire, à l'école primaire. Les matières sont représentées par une couleur. Le français, c'est en rouge, l'histoire, c'est en jaune, la SVT, c'est en vert, bon, etc., etc. Les maths, c'est en bleu, peu importe. Eh bien, rien n'empêche de respecter ce code couleur pour couvrir les livres, pour couvrir les cahiers, pour qu'on sache se repérer simplement, visuellement, pour retrouver ses affaires. Donc, ce matériel identifiable, facilement identifiable, qu'il n'y ait pas de déperdition ni de temps, ni de coût cognitif à chercher ses affaires. Et puis, un matériel également opérationnel, un matériel qui soit en état de marche. Toujours dans les préalables, une durée raisonnable accordée aux devoirs. Alors ça, je sais que c'est extrêmement difficile, qu'il y a des enfants très 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 rapides, qui auraient même tendance à être trop rapides, qu'il y a des enfants extrêmement lents, qui mettent 3 fois plus de temps que le temps qui devrait leur être imparti. À titre d'exemple, disons que le travail du soir en maternelle, évidemment plutôt en grande section de maternelle, c'est 5 minutes. Au CP, 10 minutes. En quatrième, 1h30. Vous voyez tout de même que la durée augmente au fil des années. 1h30, 4 soirs par semaine et 1 heure pendant le week-end. Évidemment, lorsque l'on est en seconde, là, la marche est plus haute, la quantité de travail personnel devient de plus en plus importante, le travail écrit, les exigences du travail écrit sont de plus en plus grandes, donc je dirais 2 heures tous les soirs et 3 heures durant le week-end. Faire avec, et ça nous y reviendrons, faire en début d'année avec le jeune un emploi du temps de son travail personnel à la maison et que cet emploi du temps intègre également les activités et les loisirs. Que tout cela soit fixe. On sait très bien que la quantité de travail, de maths, de français, de langue hebdomadaire et de toutes les matières, cette quantité de travail, elle est à peu près équivalente. Donc, on la répartit selon les jours de la semaine et on a soin aussi, bien sûr, d'intégrer les loisirs. C'est bien ce que nous faisons,
Nous avons un emploi du temps pour notre travail et nous avons un emploi du temps pour d'autres activités et pour le loisir, les loisirs. Également, une présence, alors on verra peut-être pas obligatoirement vous, mais une présence qui est bienveillante avant tout, une présence cadrante, sécurisante. Ce n'est pas grave. Les erreurs, finalement, m'importent autant que les réussites. Pour ceux qui étaient là, je crois, à la soirée précédente, j'avais rappelé le statut positif, effectivement pour moi, de l'erreur. L'erreur, les erreurs doivent nous intéresser parce que ce sont les indicateurs du degré de maîtrise d'une procédure par un élève. Donc ces erreurs, elles sont éminemment intéressantes. Et chaque fois que on peut dire à l'élève, non pas tu apprends en te trompant, parce que ceux qui se trompent tout le temps, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise ça, mais quand tu te trompes, ça m'intéresse. La frustration est bien sûr moindre. Savoir aussi adopter la bonne posture, la bonne distance. Et là, j'ai imaginé dans cette diapo quelques scénarios différents. Imaginons, vous êtes fatigué après une journée de travail, vous êtes peu disponible, c'est sûr, vous êtes peu patient. Eh bien, je dirais là, mieux vaut décaler. Vous êtes trop soucieux, trop impliqué dans la réussite de votre enfant. Vous accordez trop de prix, finalement, à cette réussite. Eh bien, inévitablement, s'il échoue, il va se sentir coupable. Et mieux vaut, peut-être, à ce moment-là, déléguer. Également, votre enfant est stressé. S'il est trop stressé, il subit une pression qui va être tout à fait contre-productive. C'est dès qu'il aborde l'exercice, il l'aborde avec une anticipation anxieuse de l'erreur, de l'échec. Je ne vais pas y arriver. Je n'y suis jamais arrivé. J'ai toujours été mauvais en maths. J'ai toujours été mauvais en orthographe. Je n'ai jamais su mes tables de multiplication. Je me suis toujours plantée quand je récite ma récitation. Il y a une anticipation anxieuse de la situation d'échec et liée à une grande mésestime de soi et liée à une expérience aussi par l'enfant ou même par l'ado d'échecs répétés. Donc, il sait très bien qu'à ce moment-là, il ne correspond pas à l'image que vous projetez sur lui et il se culpabilise. Donc, sécuriser, rassurer, dédramatiser, on est toujours dans cette bonne posture d'aidant. Et cette bonne posture d'aidant, elle est extrêmement importante. Alors, il peut aussi être, alors ça, vous ne le savez que trop, dans une opposition tout à fait réactionnelle. Il peut aussi être en conflit et vous opposer le bloc monolithique du non. Je le ferai plus tard. C'est pas la peine de faire ça. Le prof a dit qu'il fallait pas faire ça. Bon, ça, c'est pas la peine que je continue. Il y a là un chapelet de répliques que vous maîtrisez certainement parfaitement bien. Si vous faites à sa place,
à ce moment-là, si vous faites à sa place, pour tout de même essayer de le ramener un petit peu dans le droit chemin, vous ne l'aidez absolument pas. Parce que c'est vous qui devenez le médiateur vers le savoir. Ce n'est plus le professeur en classe, c'est vous qui devenez le médiateur vers le savoir. Donc en classe, il n'écoutera plus, tout simplement. D'autant que, bien sûr, si c'est papa qui fait le problème de maths, papa, il ne se trompe pas. Maman de la rédaction, maman, elle a une assez jolie plume. Donc, il n'y a pas de souci, ce sera réussi. Et je n'aurai donc pas non plus, en tant qu'élève, besoin d'écouter la correction de l'enseignant. Donc, vous le privez en amont de chercher et vous le privez en aval d'écouter la correction et de profiter de la correction. Donc, mieux vaut, je dirais, quelquefois le laisser se tromper. Il est intéressant qu'il puisse entendre la correction en classe. Toujours demander qu'il y ait une trace sur ses recherches, sur ses tentatives de résolution. Tu n'arrives pas à trouver la solution, très bien. Comment as-tu cherché? Comment t'y es-tu pris? Laisse une trace. Et si tu présentes cette trace à ton enseignant, eh bien, ton enseignant ne t'en tiendra pas rigueur. Ton enseignant t'en tiendra rigueur si effectivement tu ne produis rien. Mais si tu montres que tu as cherché, là, tu n'auras absolument pas de difficulté. Alors, dans ces conflits, je dirais, il y a toujours le négociable et le non négociable. Le négociable, eh bien, ce sont les horaires. On peut peut-être laisser une certaine souplesse sur les horaires de travail. Si l'emploi du temps a été fait auparavant, on s'entend sur un emploi du temps, donc les horaires sont au choix de l'élève. Les durées sont négociables, les pauses, si tant est qu'elles ne sont pas évidemment trop fréquentes. Alors là, je sais que je vais me faire des ennemis et des amis, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Les positions peuvent être négociables. On ne travaille pas tous dans la même position, sur une chaise, assis devant son bureau. En tous les cas, c'est négociable jusqu'à un certain âge. Il y a des enfants qui peuvent très bien apprendre en marchant, qui peuvent apprendre à genoux, qui peuvent apprendre accroupis, qui peuvent apprendre allongés par terre. Ne soyez pas trop intransigeants sur les positions. Bien sûr, ce que vous pouvez exiger, puisque ça fait partie du négociable, ce que vous pouvez exiger, c'est que, à un moment donné, du temps imparti pour les devoirs, eh bien, à un moment donné, oui, l'enfant soit assis sur une chaise. Et qu'à d'autres moments, eh bien, il soit dans d'autres positions. En revanche, le non négociable, c'est, je dirais, la transparence. La transparence, c'est-à-dire, tu ne me caches rien de tes résultats scolaires. Tu me dis ce que tu ne comprends pas. Tu me dis ce qui est difficile et ce qui est facile. Transparence. Et puis, également, disponibilité, oui, et implication. Je dirais que ça, ce sont des trois termes qui ne sont pas négociables.
transparence, disponibilité et implication. Ce qui nous amène petit à petit, en dehors de ces considérations assez générales, à des choses qui deviennent de plus en plus précises. Parmi le non négociable, parmi les incontournables, il y a ce que je recommande particulièrement et qui vraiment porte ses fruits et qui vraiment fait ses preuves et qui n'est pas une perte de temps, contrairement à ce que les enfants pensent, en tous les cas dans un premier temps, c'est la relecture systématique de la journée de classe. 15 à 20 minutes à consacrer systématiquement à la relecture de la journée de classe. Tu as eu histoire, très bien, rapidement, tu me racontes ce dont tu te souviens du cours d'histoire. Ce dont tu te souviens. Vous avez le cours sous les yeux. Ah, oui, mais on avait parlé de ça et de ça, tu te souviens? Bon, c'est pas grave. On le verra ultérieurement. Tu as eu grammaire, alors la fonction, la nature, la conjugaison, de quoi était-il question? On le revoit rapidement. Tu as eu maths, on refait en moitié moins de temps un des exercices faits en classe. En moitié moins de temps. Tu as eu EPS, formidable. Là, il n'y a pas de souci. Cette relecture de la journée de classe permet d'ancrer, tout de suite après les avoir entendus, les connaissances et va permettre de les restituer plus facilement, c'est sûr, mais aussi va permettre de les apprendre beaucoup plus facilement. Le temps qui sera consacré ensuite aux évaluations, aux révisions d'évaluation, s'en trouvera vraiment raccourci. Donc, il faut batailler, ça c'est sûr, parce que ça ne se fait pas volontiers, d'emblée. Il faut batailler pour cette relecture de la journée de classe, mais à mon sens, elle est tout à fait essentielle. L'autre incontournable, c'est le temps imparti au-delà duquel il va falloir s'arrêter. Travailler jusqu'à 11 heures du soir, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. On travaille, on se fixe un temps imparti avec une marge de plus ou moins 10% et on respecte ce temps imparti. L'outil dont on avait effectivement déjà parlé, qui s'appelle le timer, ce petit outil, ce minuteur, va permettre d'objectiver la durée. Tel exercice ou telle leçon, on se donne tant de temps, on peut ajouter ou retrancher, selon qu'on a un enfant rapide ou un enfant lent, on peut ajouter ou retrancher plus ou moins, donc 10%. Favoriser toujours l'encouragement, l'empathie. Favoriser cette empathie, je comprends que c'est difficile. Et non pas, mais ça, c'est quand même très facile. Comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Non, non. Si on a un enfant pour lequel les devoirs, c'est difficile, on ne va pas lui dire « Non, mais écoute, c'est extrêmement facile, ça. » Non, c'est difficile, je comprends, mais je suis là, je vais effectivement t'accompagner. Et je vais, avec toi, éventuellement analyser tes difficultés ou tes erreurs. Tes erreurs ne viennent pas de toi. Toi, tu es intelligent, je n'en doute pas. Tes erreurs sont à l'extérieur de toi. Tes erreurs relèvent d'une erreur de stratégie. Et c'est bien pour cela qu'ensemble, nous allons reparcourir les étapes de la stratégie qui va être la stratégie gagnante. Mais ce n'est pas toi, c'est à l'extérieur de toi. Certains enfants, ados,
ont des blessures narcissiques très importantes et ont vraiment besoin d'entendre qu'ils sont intelligents, que vous leur faites confiance, que vous avez ce retour positif, hein, toujours ce retour positif, même en cas d'erreur, nous l'avions dit l'autre fois, ton résultat n'est pas juste. D'accord, bon, à quoi aurait-il pu ressembler s'il avait été juste? Je me souviens avoir prononcé cette phrase un peu par hasard la fois précédente et je l'ai reprise donc cette fois-ci. Hein. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler si ça avait été juste? Cherchons ensemble. Qu'est-ce qui changerait? Hein? Qu'est-ce que tu ajouterais? Qu'est-ce que tu supprimerais? Vous voyez, cette petite approche, cette petite technique du pas à pas. Et puis, bien sûr, parce qu'on a affaire à des enfants pour lesquels le circuit de la récompense, et à des ados pour lesquels le circuit de la récompense, ça compte beaucoup. Par conséquent, hein, le contrat, toujours du donnant-donnant. Hein, je vais te donner des outils, tu ne vas pas tout faire tout seul. Tu auras des outils numériques, si c'est nécessaire. Tu auras surtout des outils méthodologiques hein, pour t'aider. Il faudra que tu t'en empares et grâce à ton implication et ton appropriation des outils, eh bien, tu vas réussir. Nous savons, et ça je n'y reviens que très très rapidement, hein, que les outils que nous allons utiliser préférentiellement, eh bien ces outils, ils sont évidemment en fonction de la façon dont nous traitons l'information, hein, en fonction de notre fonctionnement cognitif. Vous savez bien que nous avons chacun notre façon de traiter l'information. Nous avons chacun notre fonctionnement cognitif. Nous avons la façon de recevoir l'information, nous avons la façon de comprendre l'information et d'apprendre l'information. Nous avons notre façon de restituer également cette information selon un mode qui nous est préférentiel. Alors, si nous voulons aider nos enfants, nos petits-enfants, d'abord, faisons bien attention de ne pas imposer les méthodes avec lesquelles nous avons appris et réussi. C'est extrêmement dangereux d'ailleurs. Nous avons appris et réussi. Donc, nous nous disons en toute bonne foi, c'est donc la meilleure méthode, puisque c'est comme ça que j'ai appris et réussi. Ça, c'est sans tenir compte du fonctionnement cognitif de chacun. Hein. Nous sommes effectivement différents. La façon dont vous avez appris certainement vous convient, mais ne convient peut-être pas à vos enfants. La différence est bien une richesse. Hein. La différence est bien une richesse. Hein. On en est tous persuadés. C'est vrai que c'était un petit peu plus difficile d'en persuader l'école. Hein. Pour l'école, tout le monde doit fonctionner de la même façon. Et la place de la différence à l'école a quelquefois du mal à se faire. Nous savons que nous traitons l'information avec nos fonctions cognitives, avec la motricité, bien sûr, avec les perceptions également, perceptions auditives et visuelles. Ça, je n'y reviens pas puisque nous l'avons vraiment vu assez en détail les fois précédentes. Il faut évidemment lire l'information hein, et il faut pouvoir
comprendre la phrase qui véhicule l'information lorsque je l'entends. Il faut pouvoir isoler les mots dans le flux verbal et faire du sens avec les différents mots de la phrase. Si je ne peux pas isoler les mots dans le flux verbal, je ne peux pas faire du sens. Je suis dans un magma verbal, je suis dans un brouillard sonore qui ne me permet pas de faire du sens. Si mes yeux n'ont pas une bonne oculomotricité, eh bien, je ne peux pas avoir une lecture efficace. J'ai également besoin d'une attention, pilier des apprentissages, nous l'avions dit, du langage en compréhension et en expression, du chef d'orchestre du cerveau, les fonctions exécutives. Ce chef d'orchestre du cerveau, ces fonctions qui permettent l'adaptation, qui permettent l'inhibition, qui permettent l'organisation, la planification, des fonctions essentielles dans le cerveau et bien sûr les mémoires. On apprend avec les fonctions, avec ces fonctions cognitives. Eh bien, n'imposons pas, comme on vient de le dire, la façon dont nous avons appris et réussi, mais proposons des outils qui soient vraiment en correspondance avec le fonctionnement des enfants. Alors, je vais donner des exemples d'outils et puis, donc, Caroline va ensuite les illustrer. Il y a évidemment des outils verbaux et il y a des outils visuels. Et je dirais qu'il peut y avoir aussi, chez les plus petits, des outils kinesthésiques. Si vous faites partie de ceux qui ont appris avec des images, avec des dessins, avec des schémas, eh bien, vous avez, vous, privilégié dans votre apprentissage davantage des outils visuels. Si vous avez appris avec des mots-clés, avec des plans logiques, chronologiques, vous faites partie de ceux qui avaient plutôt appris avec des outils verbaux. Et si vous vous remémorez finalement ce qui s'était passé en classe, lorsque vous étiez à l'école, au collège, au lycée, si vous vous remémorez ce qui s'était passé, selon que vous ayez, vous, plutôt tendance à utiliser des outils verbaux visuels, bien certainement, vous aviez des enseignants qui utilisaient des méthodes qui ne correspondaient pas à votre fonctionnement. Vous pouviez trouver peut-être des professeurs qui utilisaient beaucoup les outils visuels, les schémas, les dessins, et vous, vous aviez besoin de transformer en mots. Bon, c'est une expérience que, au fil de nos différentes scolarités, chacun d'entre nous a faite. Eh bien, la première chose, c'est de savoir quels sont les outils qui sont les plus favorables à l'apprentissage de vos enfants, à l'apprentissage des leçons, bien sûr, pour qu'ils puissent avoir vraiment un accès, une accessibilité immédiate. Dans les outils verbaux, il y a des élèves, on parlait des élèves 10, lexique par exemple, la fois précédente, il y a des élèves qui ne peuvent pas lire sinon au prix d'un coût cognitif massif. Ils mettent tout leur coût cognitif dans le déchiffrage, dans la lecture, et donc l'apprentissage du contenu, eh bien, il n'y a plus de coût cognitif pour l'apprentissage du contenu. Il y a peut-être la nécessité pour ces élèves d'utiliser, on en avait parlé, le retour vocal pour que la leçon qu'ils ont à apprendre leur soit lue.
et pour vous éviter, vous, de lire cette leçon. Parce que l'aide, c'est très bien, mais ça, on va y venir au fil de la soirée. L'aide, c'est en vue de l'autonomie. Le retour vocal favorise déjà, bien sûr, cette autonomie. Donc, si la leçon est numérisée, la leçon, elle est dans le livre, d'accord. Avec une souris scanner, vous la numérisez, elle est donc sur l'écran de l'ordinateur. Le logiciel Natural Reader permet que la leçon soit lue. Ça, je parle là d'élèves qui ont cette particularité d'avoir un traitement du langage écrit difficile, d'être dyslexique ou d'être mauvais lecteur. On peut aussi être mauvais lecteur. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas leur apprendre à lire, qu'il ne faut pas les entraîner à lire. Je veux dire qu'il ne faut pas les mettre en double tâche. Lorsqu'ils apprennent leur leçon, ils ne sont pas en train d'apprendre à lire. Également, des élèves peuvent apprendre en voyant des mots, en voyant des mots-clés. Des fiches mémo avec des mots-clés peuvent être réalisés, des diaporamas de mots peuvent être également faits. On vous parlera d'outils comme Quizlet. Des textes à trous peuvent être aussi faits. On réalise un texte à trous et il faut que l'enfant réintroduise les mots clés, bien sûr, de la leçon. Dans les outils verbaux, les plans, transformer la leçon en un plan chronologique ou en un plan logique, ou faire apparaître vraiment le squelette de la leçon. Parce que, nous savons le faire quelquefois, à première lecture, nous voyons les grandes parties, les sous-parties. Un élève peut très bien passer totalement à côté, donc constituer, élaborer ces plans, faire des to-do list, des checklists, tout ça, ça va vous être montré, vraiment de façon beaucoup plus concrète. On en avait parlé de ces to-do lists, ces fiches de procédure pour faire telle activité. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Pour automatiser une procédure. Énormément d'exercices, que ce soit en mathématiques, en physique, en SVT, en français, en anglais, dans toutes les disciplines, peuvent être réalisés grâce à des fiches de procédure, grâce à des to-do list. Mais un élève seul a beaucoup de mal à réaliser ces fiches de procédure. C'est de la méthodologie, c'est quelque chose que l'on peut élaborer avec eux. Certains ont besoin aussi de modèles à imiter, de modèles à reproduire, de modèles à imiter. On pourrait mettre des points de suspension, beaucoup d'outils qui ont comme dénominateur commun d'être des outils avec des mots. Il y a des fonctionnements cognitifs qui ont besoin de mots. En revanche, il y a des outils qui sont des outils visuels. D'autres enfants apprennent avec des images qui peuvent être d'ailleurs des images fixes ou animées, des schémas, des dessins, des pictos. Vous voyez ? Ce qu'on appelle des flashcards, c'est-à-dire une carte, comme une carte à jouer. D'un côté, il y a la question et on la retourne, il y a la réponse. Un lot de flashcards sur des notions d'un chapitre peut être une approche tout à fait ludique qui va fixer effectivement en mémoire grâce à la fois l'image, le mot et également l'approche kinesthésique.
des tutoriels, des petites capsules, des toutes petites vidéos. Hein, vous verrez, il y a des sites où vous trouvez en SVT des vidéos intéressantes, en histoire, des vidéos intéressantes. Il y en a pour toutes les matières. Je dirais que peut-être les plus visuels, moi je dirais, sont en histoire, en géographie et en SVT. En anglais aussi, en langue aussi, on verra. Hein. Ne pas hésiter, en tous les cas, à aller en chercher. Bien sûr, certains ont besoin de relations spatiales entre les idées, donc les cartes mentales. Les cartes mentales, hein, que l'on crée avec eux, il faut que ce soit leur carte mentale, il faut qu'ils puissent s'approprier effectivement cette carte mentale pour qu'elle puisse être vraiment un réel outil d'apprentissage. Et aussi, possibilité de faire un diaporama du cours. Hein, lorsque le chapitre est terminé, eh bien, on peut, comme récapitulatif, hein, leur proposer, pour réviser un contrôle, leur proposer de faire un diaporama du cours avec images, évidemment, photos, images et bien sûr texte. Avant de se mettre véritablement au travail, la part de rangement, et je pense que là, ce n'est plus moi qui parle. Bonsoir. Donc oui, effectivement, on va reprendre un petit peu dans l'ordre les différentes étapes qu'on doit faire pour mettre en place des devoirs. Alors c'est vrai que c'est souvent une notion qui est oubliée. Moi j'ai énormément d'élèves qui n'ont pas du tout leur cahier rangé, où il y a énormément de feuilles volantes, ça part dans tous les sens, etc. Et donc en fait ils ne peuvent pas apprendre correctement une leçon si déjà les feuilles ne sont pas dans le bon ordre, si elles ne sont pas collées, et s'ils n'ont pas mis l'histoire avec l'histoire, la physique avec la physique, parce que je peux vous dire que des fois... Moi, je suis prof de physique, je vois un petit peu de tout dans mes cahiers. Donc, voilà, pensez déjà, avant de commencer, à vérifier que les feuilles sont bien collées, qu'elles sont bien rangées dans les classeurs, qu'il n'y a pas de feuilles volantes et qu'on a bien réparti dans les bons classeurs. Chose auxquelles on ne pense pas forcément, c'est que les enfants, et ça il faudrait essayer de leur apprendre, même quand ils sont directement en cours, à numéroter les pages. Parce que très souvent, vous avez un classeur qui tombe par terre et toutes les feuilles se retrouvent à voler. Et en fait, on ne sait plus dans quel ordre ça a lieu. Donc, ça va poser quelques problèmes après. Donc, c'est vrai que moi, avec mes élèves, j'ai tendance à leur... Alors, moi, je leur pré-mâche les choses puisque j'ai des élèves soit sourds, soit 10. Donc, c'est vrai que je mets chimie, chapitre 1, par exemple, un circuit électrique, et puis après, la page. Voilà. Donc si le professeur ne le fait pas, je vous invite vraiment à donner cette habitude à vos enfants. Comme ça, quand ils ont des feuilles dans le cartable, que le trieur n'est pas très bien rangé, etc., au moins on peut retrouver facilement de quoi ça parle. Voilà. Donc ça, voilà ce que je vous ai dit juste après. Donc l'idée, toujours pareil, on a parlé d'autonomie. C'est que bon, au début, on le fait le soir quand il revient de classe, mais s'il le fait tout de suite quand il a sa feuille et qu'il le range dans son classeur, etc., on gagne quand même énormément de temps. Donc vraiment, lui faire saisir l'importance de tout ce travail en amont qui va nous faire gagner du temps après. Donc ça, c'était la première partie sur le fait de ranger. Oui. Donc on vérifie aussi que l'ordre est bon. Voilà. Et la deuxième étape, ça va être aussi, vous avez des enfants qui ne vous ramènent pas les cahiers. Voilà. Donc vous n'avez pas le cours, vous ne savez pas de quoi ça parle, etc. Alors c'est vrai que maintenant, il y a un outil qui est assez pratique, c'est d'essayer de récupérer les livres numériques en amont, dans un maximum de matière, pour pouvoir les avoir au moins sur l'ordi à la maison et pour pouvoir les consulter quand on en a besoin. Alors, pour les enfants 10, vous avez une association qui s'appelle Booking,
il faut adhérer à l'association, donc je crois que c'est 20 €. Et en fait, ensuite, donc ça ne fonctionne que si vous avez une reconnaissance de handicap sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Et donc, on envoie sa reconnaissance, on adhère, et ensuite, vous allez donner la liste de tous les livres de vos enfants, même les cahiers d'activité de maths, même les cahiers d'activité d'anglais. Et sous 15 jours, 3 semaines, en fait, vous récupérez les livres en PDF. Alors, vous allez me dire, c'est en fait la même chose que les livres numériques. Alors, pas tout à fait, parce que justement, on parlait tout à l'heure de la souris scanner et de la lecture vocale. Justement, c'est des livres, manuels qui sont en PDF et qui donc permettent d'utiliser tous les outils après utiles au 10. Alors, ensuite, une fois qu'on a le cours, voilà, on est prêt à apprendre la leçon. Je vais différencier. Il va y avoir pour moi ce qui se passe en primaire et après ce qui se passe au collège-lycée, parce que ça ne va pas être tout à fait la même façon de faire. Alors, la première chose, en primaire, souvent, les leçons sont assez courtes. Voilà. Donc, on ne va pas aller chercher un cours à droite, à gauche. On va reprendre le cours de l'enseignant. Normalement, il va largement suffire. Si, malgré tout, ce cours ne parle pas à votre enfant, puisqu'on a parlé qu'il y avait différentes entrées, etc., vous pouvez éventuellement chercher un résumé de cours ou une carte mentale sur Internet. Mais attention, parce que sur Internet, on trouve déjà un peu tout et n'importe quoi. Alors, de plus en plus en élémentaire, vous avez beaucoup de blogs d'enseignantes qui sont très bien fournis. Mais après, la difficulté, ça va être de regarder le niveau de classe où en est votre enfant. D'accord ? Puisque, en fait, par exemple, les multiplications ou la résolution de problèmes ou même les fractions, c'est des choses qu'on peut faire à plusieurs niveaux de classe. Donc, si vous prenez un résumé de cours qui est bien plus élevé que le niveau de classe de votre enfant, déjà, il va vous dire « je comprends rien ». La maîtresse, elle n'a jamais parlé de ça. Voilà, ça va entraîner quand même une confusion avec votre enfant. Il va perdre confiance, il va être en doute. Donc, vraiment faire attention à ça. Normalement, le cours de l'enseignante suffit. Mais bon, si vous voulez vraiment avoir des choses complémentaires, il existe quelques sites. Donc, je vous ai dit, il y a beaucoup de blogs d'enseignantes qui sont quand même très, très bien faits. Alors, Soutien 67, c'est un site où il y a énormément de fiches qui sont dans tous les domaines. Donc, vous allez en français, en maths, en histoire. Voilà. Alors, c'est par niveau. Normalement, c'est niveau 1, niveau 2. Mais vous avez quand même les niveaux de classe. Donc, ça peut vous permettre d'avoir des repères. Il y a des résumés de cours. Et puis, on en parlera aussi. Il y a des fiches d'exercices. Ensuite, alors c'est un site qui est plutôt pour les enfants 10, où vous allez trouver beaucoup de cartes mentales, qui s'appelle Fanta10. Donc, vous allez trouver des résumés de cours sous forme de cartes mentales, sous forme de schéma. Astuces pour 10, c'est dans la même logique. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai mis Fait des écoles, c'est un blog d'une enseignante, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres, hein, Lutin Bazar, il y a beaucoup de blogs qui existent. Et enfin, alors pareil, Dispositif, c'est un site assez fourni, où vous avez des résumés de cours et des feuilles d'exercice qui sont adaptées pour les enfants 10. Il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes. Souvent, il faut adhérer par rapport au niveau de classe de votre enfant. Donc là, vous avez un cours sur les quadrilatères qui est donc écrit, d'accord ? Et certains enfants vont rentrer dans cette forme d'apprentissage. Par exemple, moi j'ai des élèves autistes en fait dans mes classes, ils n'aiment pas du tout les cartes mentales. Voilà. Pourtant, on dit que souvent les autistes, ils ont un rapport au visuel, on utilise beaucoup les images, le pictogramme, etc. C'est pas du tout un mode de fonctionnement qui leur va. Voilà. Donc c'est vrai que moi, les élèves que j'ai dans ma classe, ils vont me faire des résumés de cours et ils me feront assez rarement des cartes mentales. Donc, autre exemple, cette fois-ci, vous avez donc le même cours. Là, c'est Astuces pour 10, où là, c'est représenté sous forme de carte mentale. Donc, vous voyez que
un même cours peut être représenté de façon différente. Mais merci Caroline là, pour cet exemple, parce que ça me semble très intéressant. Parce que quand la carte mentale s'est affichée, j'ai vu oh là, alors ça, non, ça ne me parle pas du tout. Voilà. Et on voit donc bien que chacun a son fonctionnement cognitif et qu'il suffit que vos enfants aient un enseignant qui propose une carte mentale pour que l'enfant soit complètement déconcerté. Et il faut absolument à ce moment-là lui traduire la carte mentale en mots, en paragraphes. Et vice-versa, vous l'avez bien compris. Cet exemple-là qui confronte ces deux façons d'apprendre est, à mon avis, assez éloquent. Et les enseignants, et j'en fais partie, moi je suis une verbale, vous en êtes aperçu, je suppose, ne prennent pas suffisamment en compte les différentes entrées. Oui, pardon. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vous ai mis un autre exemple de carte mentale, cette fois-ci pour du français, pour vous montrer que voilà, on peut avoir plein. Tous les cours peuvent être représentés aussi sous forme de carte mentale. Alors, d'une manière générale, je ne sais pas si vous voyez la différence entre la première carte mentale et la deuxième. Celle-ci, elle est beaucoup plus épurée. Voilà. Et faites très attention, parce que souvent, je pense, il y a tout un livret sur les cartes mentales en maths, les 50 cartes mentales en maths, les 50 cartes mentales en anglais. Elles sont très chargées. En fait, il y a beaucoup de petits dessins parasites, etc., qui font qu'on perd l'essentiel. Voilà. Donc, voilà un autre exemple de carte mentale qu'on peut trouver en primaire. Alors, ensuite, donc là, j'ai fait un point du côté primaire sur savoir quelle est l'information importante à connaître avant d'apprendre sa leçon. Quand on est au collège, on va se retrouver face à des cours qui sont beaucoup plus importants. Et moi, je le vois avec mes élèves, donc je suis prof de physique, donc il y a la partie TP, il y a la partie cours, il y a la partie exercice. Et en fait, souvent, mes élèves, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'il faut tout apprendre. Voilà. Mais non, en fait, il va falloir trier quelles sont les informations importantes qu'il va falloir que j'apprenne. Et alors, parce que donc moi, mes cours sont adaptés, donc j'ai quand même des encadrés jaunes pour montrer ce qui est le plus important dans le cours. Et très souvent, parce que je fais des cartes mentales en synthèse de chapitres, quand je suis avec les 6e ou les 5e et que je leur demande où est l'information importante du cours, ils me disent « je ne sais pas ». Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler avec eux. Parce qu'il peut passer 3 heures dans sa chambre à apprendre son cours de 40 pages, alors que si ça se trouve, il n'y avait que 10 lignes importantes à apprendre. Voilà. Donc, j'ai aussi des élèves qui me disent « mais madame, je vous jure, j'ai travaillé, j'ai appris. Et pourtant, à la fin, ça ne se voit pas dans le contrôle. » Voilà. Donc souvent, ce que je leur dis, je pense que la méthode n'a pas été optimale. Voilà. Et on essaye de revoir ensemble comment faire. Alors, c'est comme un peu en primaire, il y a quand même des choses qui nous aident. Voilà. Souvent, on ne fait pas attention aux livres de nos enfants. Enfin, je me rends compte que souvent, on ne s'en sert pas tant que ça, à part pour faire l'exercice de maths qui est à la page 42, etc. En fait, les livres, ils sont quand même de mieux en mieux faits. Enfin, moi, je vois, il y a vraiment eu une révolution dans les manuels scolaires. Et donc, à la fin de chaque chapitre, maintenant, vous avez une synthèse de cours. Et quand même, il y a de l'amélioration. Il y a un résumé de cours et il y a un schéma. Voilà. Pour permettre aux élèves d'avoir ces deux entrées. Donc, voilà. Donc, quand déjà, on ne sait pas ce qu'il faut aller chercher, eh ben, on va aller... alors, il y aura des exemples après. On va aller chercher dans le livre. Ensuite, pour des enfants qui ont du mal à lire et qui aiment avoir des choses un peu visuelles, vous avez le site qui s'appelait à l'époque France Éducation, qui maintenant s'appelle Lumni, où il y a énormément de vidéos, de capsules, qui sont des capsules en général de moins de 10 minutes, qui reprennent un élément de cours. Donc il y en a en maths, il y en a en histoire, il y en a vraiment dans
énormément de domaines et de plus en plus dans les manuels scolaires, vous avez comme ça des petits points méthodologiques, un peu des procédures à suivre pour pouvoir réussir les exercices. Donc ça, c'était les exemples de livres. Et ensuite, donc là, vous avez l'exemple d'une capsule donc sur France Éducation. Donc là, c'est les révisions du brevet. Donc c'est la France depuis 58. Voilà, et elle explique. Donc ça dure moins de 10 minutes. Mais là, vous voyez de l'autre côté, il y a histoire, il y a maths, il y a français. Il y a vraiment énormément de choses à aller chercher. Moi, je sais que l'année dernière, je suivais un élève qui était en 3e et qui devait réviser le brevet. Et on avait fait comme ça un planning où tous les soirs, il regardait une petite capsule pour se remettre dedans pour préparer son brevet. Voilà. Alors, ça, c'est les outils que vous avez, j'allais dire, tout fait. Mais des fois, vous avez des enfants qui vont avoir besoin de construire leurs propres outils. Donc, c'est les outils que Catherine a cités plus haut. La fiche mémo, la carte mentale, la fiche de procédure, le lexique visuel et le diaporama de vocabulaire. On ne va pas se mentir, créer ces outils, ses propres outils, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, on ne s'y prend pas la veille de son contrôle. D'accord ? C'est des choses qu'il faut qu'on fasse petit à petit, au fur et à mesure de la leçon. D'accord ? Comme ça permet de revenir régulièrement sur ce qu'on fait et de pouvoir être prêt au moment donné. Alors, pareil, là, vous avez des exemples. Donc là, vous avez un exemple de fiche mémo. C'est un cours de 5e de physique-chimie, voilà, qui avait été fait par un élève. Un autre exemple, alors cette fois-ci, c'est en anglais. C'est une checklist. Donc, je vérifie, comme ce qu'on disait tout à l'heure, je coche à chaque fois que j'ai bien appris tous les éléments de ma leçon. Alors, il y avait un exemple de français qui était... voilà. Oui, enfin bon, tu peux le commenter. Hein, c'est exemple de français qui rend extrêmement simple les terminaisons du présent, de l'indicatif. Vous savez que si on regarde le Becherel, il n'y a que des exceptions. Et quand on n'est pas très doué en orthographe, on n'a qu'une envie, c'est de refermer le Becherel et de se dire « je n'y arriverai jamais ». Et ce tableau, il est extrêmement simple. Il a été fait par un élève, je dois dire, par un de mes élèves. Et voilà comment il fonctionne. Il différencie 3 grands types de verbes. Comme vous le voyez, il est, sans le savoir, un très bon pédagogue et même un très bon didacticien. Parce qu'en fait, il élimine tout le coût cognitif qu'il peut éliminer. Il ne se dit plus, il y a les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. Bon, ce qui est déjà extrêmement lourd quand j'ai à écrire juste la terminaison. Il se dit, il y a des verbes en ER, terminés en ER, il y a tous les autres, sauf vouloir, pouvoir, valoir. Et il nous expliquait les verbes en ER, donc tous les verbes en ER, c'est E, ES, E. Et puis, je n'ai pas mis la suite du tableau, hein, ONS, EZ, ENT, qui est pareil pour tous les verbes. Puis, les autres, SODS, SODS, TOD et XXT. Alors, je lui dis, c'est bien, c'est intéressant ce que tu nous dis là, mais moi, ce qui m'inquiète encore, c'est quand est-ce qu'on met S, quand est-ce qu'on met DS, quand est-ce qu'on met T, quand est-ce qu'on met D. Tu ne nous as pas tout dit, là. Et là, il ajoute, ah, mais alors là, c'est très facile. Et il prononce une phrase que je ne comprends pas. Je vais voir si vous la comprenez mieux que moi. Quand il y a le D au singulier, et quand il y a le D au pluriel, pardon, il y a le D au singulier. Alors, je dis, écoute, là, je ne comprends plus. Ben, il me dit, oui, il finit. On ne dit pas nous finit, dont. Donc, c'est T. Il entend. On dit nous entendons. Donc, c'est D. Enfin, DS, DS, D. Il éteint. Alors, je me souviens toujours, il dit, et pourtant on dit éteindre. Eh bien, peu importe, il éteint, on dit nous éteignons, donc c'est SST. Il atteint, on dit nous atteignons, donc c'est SST.
Il attend, on dit nous attendons, donc c'est DS, DSD. Il résout, on dit nous résolvons, donc c'est SST. Bon, et pour tous les autres, et pour vouloir pouvoir, c'est XXT. Ben, je vous assure que ce tableau, il fait merveille pour apprendre les terminaisons du présent de l'indicatif. Il faut que vous le compreniez. Hein. Bon, je l'ai dit très vite, mais c'est absolument... Alors, et il me dit, ah, mais il y a une exception, vous n'allez pas être contente. Je dis, comment ça, je ne vais pas être contente? Mais non, il y a une exception, c'est prendre. Ah ben, tu sais, quand on ouvre le Becherel, il n'y a que des exceptions. Avec ton tableau, il y a une exception, donc je prends. Ah, c'est parfait. Celle d'après, elle est tout aussi simple, mais ils trouvent. Hein, moi, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est peut-être pas la peine de faire pour eux toujours les outils. Eux-mêmes trouvent les outils. Là, c'était donc le passé simple pour les verbes du deuxième et troisième groupe. Donc voilà la simplification extrême. Nous, enseignants, on est incapables de faire ça. On ne peut pas. Les enfants trouvent. Alors, ce qu'a dit cet enfant, passé simple des verbes du deuxième ou troisième groupe. Finalement, on entend I, U ou un. Je fis, je reçus, je vins. Hein, il n'y a que ces possibilités-là. I, U ou un. Si on entend I, on écrit I. Si on entend U, on écrit U. Si on entend un, on écrit un. Et puis après, me dit-il, on ajoute SST meutereux. On ajoute quoi? SST meutereux. Eh bien, ça marche. Eh bien, ça marche. Vous voyez, on va chercher des choses très compliquées. Ça, c'est remarquable aussi. Voilà, 2 petits trucs. Alors, autre outil, moi c'est un outil que j'utilise vraiment beaucoup, c'est Quizlet. Alors, Quizlet au départ, c'est une application pour l'anglais. Donc c'est vrai que des fois, j'ai des élèves qui me disent « Mais madame, j'ai essayé de télécharger l'application, mais il y avait marqué que c'était de l'anglais, alors c'était pas ça. » Non, non. L'idée, c'est cette idée de flashcards. Vous avez donc, vous mettez, moi je mets un mot où il y a la définition, et puis ça se retourne, et de l'autre côté, il y a le mot. Donc là, par exemple, c'était conditions nécessaires pour réaliser un circuit électrique. Il faut un générateur, un récepteur et le tout relié. Donc, il y a un certain nombre de diapos qu'on crée ensemble, des fois en classe, ou que j'ai créé en amont, ça dépend. Et ensuite, avec soit l'ordinateur ou soit leur téléphone, moi je peux vous dire, j'en ai qui apprennent leurs leçons dans le métro. Hein. Et je peux vous dire que je l'ai mis vraiment en place cette année. J'ai des élèves qui n'apprenaient jamais leurs leçons et qui, depuis, j'ai vu vraiment des progrès parce que ils apprennent un peu leurs leçons avec ça, quoi. Donc là, de ce côté-là, vous avez tout un tas de petits exercices. Alors, il y a apprendre, en fait, ils vont reprendre les diaporamas, on leur met la définition, il faut qu'ils écrivent le mot. Écrire, donc là, il va falloir pareil qu'ils écrivent. Dicter, c'est pour les 10, c'est qu'ils entendent le mot et ils redonnent la définition. Et moi, je m'en sers ça de test. Alors, test, ça génère en fait des exercices à partir des mots que j'ai créés. Donc, il y a des vrais faux, il y a écrire la définition, il y a relier la bonne définition avec le bon mot. Et en fait, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Donc, à chaque fois, vous n'avez pas le même exercice. Mais par contre, c'est toujours les mêmes mots de la base de données. Et puis, alors, ça, c'est 2 jeux où, alors, quand vous avez une classe et qu'ils sont en ligne, en fait, il y a des chronos. Donc, il y a un classement. Donc, je peux vous dire que moi, mes élèves, ils en sont fous de savoir qui va être le premier au jeu associé. Et c'est un memory, en fait. Il faut mettre le plus rapidement le mot et la définition ensemble. Voilà. Et j'ai des élèves qui font moins de 1 seconde pour remettre tous les mots ensemble. Je ne sais même pas comment ils font. Donc, voilà. Donc, je peux juste interrompre quelques secondes parce que lorsque j'avais parlé des préalables et du négociable et du non négociable, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. On a parlé des horaires, on a parlé des positions, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé des participants.
Moi, je pense que lorsqu'un élève n'est pas très enclin à faire son travail tous les soirs, pourquoi ne pas inviter, entre guillemets, un, deux petits copains à venir faire les devoirs en même temps que lui et précisément utiliser cette sorte de jeu qui va vraiment transformer les choses de façon importante, hein, de façon très ludique, les motiver. Hein. Quand ils sont motivés, il y a du travail. Donc, pas chaque fois, mais pourquoi ne pas faire les devoirs à 2, 3, faire des petits groupes. Alors, je ne vous dis pas d'inviter toute la classe, hein, bien sûr, mais un ou deux camarades, quelquefois, ça crée une émulation intéressante. Voilà, alors donc ça, vous allez me dire, mais c'est un outil de prof. Mais alors, en fait, bon, déjà, vous pouvez récupérer des diaporamas qui sont créés par énormément de gens. Donc, vous n'êtes pas obligé de créer votre propre diaporama. Le problème, c'est qu'après, c'est toujours pareil. Il faut trouver celui qui correspond au cours que l'enfant est en train de réviser en ce moment. Mais après, vous pouvez le créer. Hein. Vraiment, moi, je l'ai créé en 5 minutes. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous avez l'habitude et tout. Non, non, c'est très, très simple. Vous mettez le mot, même très souvent, il vous propose une définition. Si vous êtes d'accord, vous cliquez dessus et comme ça, c'est déjà fait. Il vous propose des images aussi pour illustrer votre mot. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très simple à faire. Et j'ai entendu, alors c'est des profs qui disent oui, mais c'est pas faisable dans toutes les matières. Franchement, c'est faisable dans toutes les matières. Alors après, il y a des leçons qui s'y prêtent plus ou moins, mais il y a toujours du vocabulaire. C'est quand même un prérequis pour apprendre sa leçon. Donc voilà, ça c'est un bon outil avec les élèves. Et c'est vrai que c'est assez ludique. C'est quelque chose qu'ils aiment bien. Donc voilà. Je redonne la parole à Catherine. Bien, donc là, on a eu une série d'exemples hein, qui venaient illustrer ce que nous avions vu, outils verbaux, outils visuels, pour s'adapter au plus près au fonctionnement cognitif de l'enfant pour présenter l'information sous un format qu'il puisse véritablement s'approprier. Une fois qu'il se l'est approprié, il va pouvoir l'automatiser et bien sûr surperformer puisque l'automatisation, c'est la condition pour que le cerveau surperforme. Pour arriver bien sûr à trouver quel est l'outil qui correspond le mieux, rôle de la métacognition. Rôle de la métacognition, donc temps à accorder aux enfants pour qu'on arrive avec eux à cerner eh bien, voilà, qu'est-ce que je sais de moi apprenant? Qu'est-ce qui est le plus facile pour moi? Quelle est la façon avec laquelle j'apprends mieux? Quelle est, à l'opposé, quelle est la façon qui me semble être pour moi plus difficile? Et quelle est la façon avec laquelle je retiens mieux? Donc, dans un premier temps, je crois qu'il faut présenter l'information de deux façons. Alors, de deux façons, il y a celle qu'a choisie le professeur, parce que le professeur, comme on l'a vu précédemment, il va présenter l'information sous un certain format. Et puis, il y a la façon dont vous pouvez la présenter autrement, soit sous forme de carte mentale, comme on l'a vu, soit avec des outils visuels, soit avec des outils verbaux. Et toujours cette réflexion, est-ce que je sais apprendre de mes erreurs? Est-ce que je sais pratiquer l'autocorrection? Est-ce que j'ai vraiment envie d'accroître la part de pouvoir sur mes savoirs? Hein, ça, je crois que c'est très important à faire comprendre à un élève. Hein. L'autocorrection, vous savez très bien qu'il n'aime pas, vous savez très bien qu'il n'aime pas se relire, qu'il pense que c'est du temps perdu, qu'ils ont déjà fourni l'effort une première fois, qu'ils n'ont donc aucune envie de recommencer. Je crois qu'il faut vraiment leur faire comprendre qu'il s'agit d'avoir une sécurité cognitive, qu'il s'agit d'accroître la part de pouvoir qu'ils ont, que chaque élève a sur ses savoirs. Et que ce retour sur leur production, c'est justement une façon d'accroître cette part de pouvoir. Donc, importance tout de même de la métacognition. Importance du temps que vous pouvez aussi consacrer à
l'apprentissage de la compréhension, de qu'est-ce que comprendre, hein. Qu'est-ce que comprendre? C'est indubitablement une activité qui est extrêmement complexe. Vous savez, beaucoup d'élèves, quand ils se donnent du mal, ils apprennent, mais ils apprennent sans comprendre. Ils sont quelquefois capables de restituer une phrase, 2 phrases, 3 phrases de leur leçon, mais ils n'en comprennent absolument pas le sens. Et il est bien évident que cet apprentissage-là, eh bien, il sert à la rigueur en mémoire à court terme dans l'instant, mais il n'est pas du tout efficace, puisque la phrase, eh ben, elle va s'envoler, elle va disparaître, elle va s'en aller, puisqu'ils n'ont pas compris véritablement de quoi il était question. Comprendre, c'est déjà vraiment être capable de contextualiser. C'est très, très difficile. Alors, pourquoi est-ce une activité si complexe? Parce qu'on comprend dans sa tête. C'est une activité mentale qui est totalement dématérialisée. Ça se passe quelque part dans sa tête. Et c'est une activité d'intégration progressive d'éléments qui sont soit explicites, soit implicites. Et ces éléments, soit explicites, soit implicites, eh bien, ils sont dans tous les registres. Ils peuvent être dans le registre du langage oral, ça c'est lorsque je parle. Ils peuvent être dans le registre du langage écrit, là c'est lorsque je lis un texte. Ils peuvent être dans le registre du schéma, lorsque je dois comprendre par exemple un schéma de physique, un circuit électrique, un schéma de géométrie. Ça, c'est un schéma. Il faut comprendre quelque chose à partir des éléments du schéma. Du registre d'images fixes, comprendre l'image, lire l'image, ou du registre d'images mobiles, le cinéma. Donc, déjà, le matériau est extrêmement varié. Il doit être intégré élément par élément. Il y a des éléments explicites et il y a des éléments implicites. C'est donc une activité particulièrement complexe de résolution pendant que l'on construit du sens. Et si on réfléchit à la complexité de la compréhension, du mécanisme de compréhension, il suppose effectivement un très bon potentiel et une très grande disponibilité de ces fonctions cognitives. Il faut mobiliser des savoirs disponibles. Il faut donc en avoir en amont, parce qu'il faut du contexte et il faut des savoirs. Et il faut construire de la cohérence. Et puis il faut s'engager. Il faut dire, ben oui, voilà, ce que j'ai compris, c'est juste, c'est faux. Il faut être capable de s'engager. Je vous donne un exemple tout simple, hein, parce que on va faire une soirée philosophique sur la compréhension. Hein. Donc prenons un exemple tout simple. Quand je dis, par exemple, un homme se promène au bord d'une rivière et rencontre un pêcheur. Le pêcheur lui dit, « Je viens de voir passer votre femme. » L'homme répond, « Alors elle ne doit pas être loin. » Le pêcheur dit, « Oui, d'autant qu'aujourd'hui le courant n'est pas très fort. » Qu'avez-vous compris? Bon, vous voyez, c'est souvent un texte. Je propose à mes élèves, moi en français, régulièrement, une fois par semaine, des petites phrases comme cela, que je construis ou que j'emprunte, effectivement, à des auteurs, et je leur dis, qu'avez-vous compris? Et pour cette phrase, un élève dit, ah, alors elle est morte? Je dis, comment ça, elle est morte? Ben oui, elle est noyée. D'autres, ah non, 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 pas du tout. Elle marchait sur la rive. D'autres, non, elle était en bateau. D'autres, bon.
j'ai quantité d'interprétations différentes. Et pourtant, il n'y a là aucun mot difficile. L'erreur, c'est de croire que quand les mots sont faciles, la compréhension est facile. Eh bien non. Et vous avez donc toujours intérêt à expliciter ou à faire expliciter pratiquement à chaque étape, presque à chaque phrase, par vos enfants, vos petits-enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que tu as compris? Parce que ce mécanisme de la compréhension qui suppose des compétences de décodage, il faut savoir lire. Il faut savoir lire, décoder, assembler les sons. Il faut savoir du vocabulaire. Il faut des compétences lexicales. Il faut connaître le sens des mots, sans tomber dans le piège de la polysémie. Il faut des compétences textuelles pour lire également, c'est-à-dire connaître le rôle de l'article défini ou indéfini, connaître également les figures de style, connaître, il faut des compétences textuelles, il faut des compétences encyclopédiques, hein, pour tout, pas seulement pour des choses compliquées. Si je dis nous sortîmes le pique-nique, la bière était chaude, je peux me dire ça doit être très bon ça, si je ne sais pas la température idéale à laquelle il faut boire la bière. Tout, même des choses très simples, demandent des connaissances encyclopédiques, des connaissances référentielles. Comprendre un texte, c'est saisir les éléments épars du texte pour s'en faire une représentation cohérente. C'est pas être dans le détail, raconter tel petit fait, tel petit fait, tel petit fait, ce que font les enfants, ce que font les élèves. Il s'est passé ça, et ça, et ça, et ça. Non. Rassembler les éléments épars d'un texte, dégager une idée, s'en faire une représentation cohérente, et là, avoir des capacités stratégiques et de contrôle, des prises de décision. J'ai compris que ça voulait dire ça. Alors, ce que le texte impose, ce que le texte autorise, ce que le texte interdit, ça, tu ne peux pas le comprendre, c'est pas possible. Donc là, on est vraiment dans une activité très complexe qu'il faut entraîner chez les enfants, il faut leur apprendre précisément à comprendre. Parce qu'une leçon, tant qu'on ne l'a pas comprise, on ne peut pas la mémoriser. Mémorisation, la mémorisation, je pense que c'est... Tu interviens après alors? Ah bon. Mais tu pourrais là. Bon. Une fois qu'on a compris, on mémorise. Alors, on voit que ce qui finalement est efficace, et c'est pour ça que je vous ai parlé en tout début comme incontournable, que je vous ai parlé de la relecture de la journée de classe. Parce que ce qui est efficace, c'est d'essayer de récupérer en mémoire l'information tout de suite après ou très peu de temps après l'avoir entendue. Puis, petit à petit, de la compléter, de se la réapproprier. Ce que je faisais lorsque je me faisais faire des études dirigées à mes élèves, je leur faisais apprendre la leçon à deux. Il y avait un élève qui avait, par exemple, le texte du cours d'histoire et il y avait un autre élève qui essayait de reconstituer, étape par étape, bribe par bribe, le cours d'histoire. Et l'élève qui avait le cahier sous les yeux, il complétait. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez toujours faire avec vos enfants. Vous avez le cahier et petit à petit, la leçon va prendre forme et va se compléter. Et si la relecture de la journée de classe a été faite, il sera beaucoup plus facile
bien sûr, à la fin de la semaine ou à la fin du chapitre, de tout reconstituer. Reconstituer des bribes, compléter, réciter sa leçon avec de moins en moins de trous. Vous voyez, c'est ce que l'on vient de dire. C'est pas apprendre comme cela d'un coup, d'un bloc. C'est reconstituer avec de moins en moins de trous. C'est aussi demander aux plus grands de le faire en s'enregistrant. Ils ont le portable, ils peuvent très bien s'enregistrer. Et au fur et à mesure, se rendre compte eux-mêmes du degré de satisfaction. Je la sais ou je la sais pas, ma leçon. Voilà, je suis le meilleur juge pour le dire. Créer aussi, pour les aider, créer des liens, créer des associations d'idées, des associations d'images, même quelquefois peu académiques. Je veux dire, peu importe. Lorsqu'il y a un mot qui résiste, ce mot-là qui résiste, comment est-ce que je peux le retenir? Comment est-ce que je peux le mettre dans ma tête? Quelle association d'idées est-ce que je peux faire? À quoi me fait-il penser? Quelle association d'images me vient à l'esprit pour ce mot? Et bien sûr, en reformulant ce qui a été appris. Puis, vous pouvez poser des questions ensuite sur le contenu. Une fois que la leçon est apprise et su véritablement, va pouvoir être retenue. Une leçon, ça ne s'apprend pas seulement, ça se retient. On dit « retiens ta leçon ». Parce que spontanément, la leçon, elle veut s'en aller. Il faut la retenir. Donc, quand on s'est donné cette méthodologie pour l'apprendre, là peut venir le temps des questions que vous pouvez poser. Les flashcards, on en parle encore une fois, et les fiches mémo. Un exemple plus particulier de gestion mentale, c'est ça? C'est vrai que j'ai repris quelques diapos de la gestion mentale parce que je trouvais qu'elle résumait bien ce qu'avait dit Catherine. Donc c'est vrai que pour mémoriser, en premier lieu, on va percevoir. Donc on verra ensuite qu'on peut percevoir de plein de façons différentes. Ça, c'est hérité de la gestion mentale. Donc c'est vrai que je les ai cités parce que ça ne vient absolument pas de moi. Donc, l'idée, c'est au départ, on commence par percevoir. Donc, on verra ensuite qu'il y a plein de façons différentes de percevoir et on en a déjà quand même pas mal parlé. Ensuite, vous avez en fait des allers-retours entre l'élément que vous devez apprendre et ce que vous allez stocker dans votre tête. Donc, il va y avoir des allers-retours plus ou moins fréquents et plus ou moins importants suivant l'enfant. L'idée, c'est d'arriver à un moment à un stockage. Normalement, il y a ce qu'on appelle un peu une clé de verrouillage qui nous permet de se dire, bon, là, c'est bon, j'ai checké tous les points que je devais connaître, ils sont prêts à être restitués. Et donc, à la fin, c'est la restitution de sa leçon. Donc ça, c'est un des rappels de gestion mentale. Ensuite, autre rappel de gestion mentale, c'est que donc on a dit qu'il y avait plusieurs façons d'apprendre. Vous avez déjà au niveau de la perception, parce qu'il y a la perception, mais il y a ensuite le moment où vous stockez. Vous pouvez stocker de façon différente. Donc, il y a des personnes qui vont revoir ce qu'ils ont à apprendre. Voilà. Ils voient la dictée à apprendre, ils voient le cours, etc. Vous avez des personnes qui vont se les redire. Et ils entendent leur voix dans leur tête se redire la leçon à apprendre. Vous avez d'autres personnes qui réentendent. Ça peut être le professeur qui était en classe. Ils réentendent cette partie de cours de manière plus précisément. Et puis, vous avez des personnes qui ressentent, qui se remettent en situation. Voilà, j'étais dans la classe, il y avait un peu de vent ou la sonnerie a sonné à ce moment-là. Voilà. Donc, ils vont être dans le ressenti. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau de la perception, il y a 4 façons différentes de percevoir. Ensuite, ces perceptions, on peut les traiter, on va dire, de 4 manières différentes. C'est ce qu'on appelle en gestion mentale les paramètres. Alors, le schéma, il peut faire un petit peu peur, mais en gros,
l'image, soit vous voyez quelque chose de concret ou vous entendez quelque chose de concret. Je sais pas, vous imaginez une cafetière, vous voyez la cafetière, d'accord ? Ou vous l'entendez siffler, si votre entrée elle est sonore. Ou alors, vous allez faire, mettre des codes derrière, c'est-à-dire que vous allez voir le mot écrit cafetière. Voilà. Vous allez le retenir sous forme de code. Ensuite, vous allez faire des liens. Alors, vous pouvez faire des liens logiques, voilà, ou des liens inédits, c'est-à-dire vous racontez des histoires avec cette cafetière, etc., ou vous rappelez la cafetière de votre grand-mère qui avait un écho plus particulier, etc. Donc, voilà, en gestion mentale, on dit que c'est les 4 manières de traiter, on va dire, ces perceptions, ces évocations. Autre rappel de gestion mentale, c'est ce qu'on a un petit peu évoqué, c'est qu'en fait, un savoir, il a besoin d'être réactivé régulièrement. Donc, Catherine, elle a parlé du soir même. Donc, vous voyez qu'il est à cet endroit-là où on le réactive. Puis, 1 semaine plus tard. Et puis, 6 mois plus tard. Et puis, normalement, on espère que, normalement, vous l'avez intégré et ce n'est plus trop oublié. Alors, bien sûr, il y a des enfants où il va falloir plus de réactivation que d'autres. Voilà, ça, c'est un petit peu le schéma théorique. Alors, maintenant qu'on a un peu cette base théorique, on va voir comment on peut le traiter pour aider à la mémorisation. Donc, il y a énormément de techniques différentes. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne colle pas à sa propre technique, on essaye justement, l'enfant, il sait quand même ce qui fonctionne chez lui et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, on va essayer de voir quelle va être son entrée. Simplement, il y a un livre aussi dont je vous recommande la lecture parce qu'il a été traduit assez récemment et il comporte énormément donc, de petits trucs pour aider à retenir, à mémoriser, à retenir. Ça s'appelle, donc vous voyez, mets-toi ça dans la tête. Et il y a 3 auteurs, Braun, Rediger et McDaniel. Ouais. Alors, j'ai l'impression que la première, ce que Caroline là nous a proposé, c'était donc des méthodes, des petits trucs, des jeux pour retenir, pour mémoriser. On avait vu auparavant comment fonctionnait la mémoire. Les devoirs à la maison, ce ne sont pas seulement des leçons à apprendre, ce sont aussi des exercices à faire. Alors, toujours cette idée qu'il faut expliciter, parce que rien n'est évident. Lire une consigne, comprendre une consigne, il y a toujours équilibrer cette espèce de tension qu'il y a dès qu'il y a de l'écrit, dès qu'il y a des mots, dès qu'il y a un texte, dès qu'il y a une phrase. Une tension qu'il y a entre l'explicite et l'implicite. Et il faut toujours s'assurer, en le faisant, en l'explicitant donc pour l'élève, pour l'enfant, et que cette tension explicite-implicite, eh bien, elle est retombée et que l'enfant sait exactement de quoi il est question. Il faut toujours expliquer comment on fait pour bien faire. Rien n'est évident. Donc ce n'est pas seulement faire reformuler, mais c'est aussi aller au-delà de cette reformulation. Comment est-ce que l'on fait pour bien faire ? Engager une réflexion, ta réponse, quand tu l'auras réussi, à ton avis, à quoi va-t-elle ressembler ? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on y trouve dans cette réponse ? Quelle règle du jeu avait en tête l'enseignant qui a posé la question ? À ton avis, qu'est-ce qu'il voulait te faire trouver ? Comment est-ce qu'il voulait que tu répondes à cette question ? Quelle est l'idée qu'il a dans sa tête ? Toi, quand tu me poses une question, tu as l'image
dans ta tête de la réponse que je vais faire. Et finalement, est-ce que dans ta réponse, l'enseignant va bien trouver tout ce qu'il souhaitait y trouver? La compréhension des consignes est aussi quelque chose de très difficile. Vous savez qu'on a bien remarqué que les enfants sautent par-dessus les termes introducteurs de la consigne. Ils n'arrivent pas à comprendre les premiers mots de la consigne. Donc ils lisent ce qui suit, ils cherchent à faire du sens avec ce qui suit et ils répondent à la question de façon incomplète, de façon erronée, de façon vraiment complètement fausse. La consigne, c'est quelque chose qui est une, je dirais, instruction formelle de faire. Il n'y a rien de plus rébarbatif, finalement, pour un enfant. L'enfant lit un texte qui peut tout à fait l'intéresser, qui peut l'amuser, et tout d'un coup, dans ce texte, on lui dit explique l'accord des participes passés. Ah, vous voyez la déception. Déception radicale, vous voyez. On part, parce que les enseignants choisissent des textes qui, justement, sont extrêmement accrocheurs, amusants. Et puis voilà qu'il faut faire quelque chose qui, vraiment, n'a rien de passionnant. Donc, la consigne en soi, cette instruction formelle de faire, eh bien, elle déplaît. Il y a des obstacles auxquels elle se heurte. Le premier obstacle, c'est la rigidité, finalement, de la consigne et la rigidité du cerveau qui la reçoit. Et quelquefois, ces deux rigidités ne coïncident pas. Deuxième obstacle, il faut évoquer cette consigne et il faut, bien sûr, produire une réponse. La consigne demande qu'il y ait production d'une réponse. Et cette extériorisation de l'expression est évidemment très douloureuse. D'autre part, pour répondre à une consigne, il faut filtrer, inhiber tout ce qui vous vient à l'esprit et qui n'est pas lié à la consigne. Il faut sélectionner, il faut anticiper. Il faut repérer aussi les tâches intruses. Quand on dit relever les mots qui, ça veut donc dire qu'auparavant, il faut lire. Or, il y a des élèves qui ne vont pas lire, mais qui vont juste essayer de piocher les mots comme ça, vaguement, confusément, qu'ils repèrent en parcourant d'un œil distrait et désinvolte les lignes du texte. Il y a des tâches implicites, il y a des tâches associées qu'il faut bien sûr planifier. Donc les aider dans la compréhension de ces consignes, ça ce sont les schémas pour comprendre les termes introducteurs de consignes et faire anticiper la planification, donc la démarche à partir du terme introducteur de consignes. Quand on me dit définir, je dois délimiter les frontières de sens d'un mot. Lorsque l'on me dit identifier, on ne me dit pas analyser, on ne me dit pas caractériser. Donc bien faire identifier les mots, les assortir de pictos éventuellement. C'est ce qui a été fait là, je pense, par des élèves plutôt de primaire. Là, on avait aussi quelque chose qui pouvait faciliter la réponse à des questions. Lorsque les enfants ont du mal à lire des textes qui sont un petit peu longs, qu'il faut bien sûr se repérer dans ces textes pour trouver ce qui va permettre de répondre à la question numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est un petit peu difficile, on a l'impression qu'il faut tout lire de A à Z. Une fois que l'on a tout lu, on ne sait plus où on en est, on ne sait même plus ce que l'on a lu, on ne l'a pas mis en mémoire parce qu'on n'a pas tout compris. Donc, pour les aider, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les couleurs. Par exemple, la question numéro 1,
eh bien, elle sera en bleu. Et tout ce qui, dans le texte, permettra de répondre à la question numéro 1, eh bien, sera en bleu. La question numéro 2, elle sera en rouge, etc., etc. Hein, c'est une façon de les aider. Le contrat, le donnant-donnant, je veux bien mettre des choses en place. Je comprends que c'est difficile. Je veux bien t'accompagner. Et voilà ce que je te propose. Une aide. En revanche, toi, tu t'impliques, tu fais ton maximum pour répondre correctement aux questions les unes après les autres. Hein, ce sont des petites choses pour lancer un petit peu, faciliter donc un petit peu l'effort. On avait choisi aussi, en plus de cet obstacle des consignes, de s'intéresser un peu, très rapidement bien sûr, à l'orthographe, à l'exercice si compliqué pour certains, l'exercice de la dictée. On sait que l'orthographe française est particulièrement difficile pour les enfants. On sait que écrire sous la dictée, eh bien, la correspondance lettre-son, la correspondance graphème-phonème ne peut pas suffire, bien sûr, pour écrire. Des langues comme l'italien, on l'avait vu, ça avait d'ailleurs suscité quelques remarques, je me souviens, donc j'ai peut-être tort de remettre la polémique. Mais en tous les cas, ce qui est hors polémique, c'est qu'en italien, le O, c'est O. Et qu'en français, le O, c'est AU, EAU, HAU, HEAU, OS, OT, tout ce qu'on voudra. Bien, ça, je crois qu'on ne me contredira pas là-dessus et je n'irai pas au-delà. Donc, en français, la correspondance lettre-son ne peut pas suffire. Lorsque un élève doit écrire une phrase sous la dictée, la première chose qu'il doit faire, bien sûr, c'est identifier les mots dans le flux verbal. Si je vous dis cette petite fourmi grise court dans les 3 jardins, si je vous demandais de l'écrire, cette petite fourmi grise court dans les 3 jardins. Puis après, je vous dis, deuxième phrase, cette petite fourmi grise court dans les 3 jardins. Vous vous dites, elle est un peu fatiguée, il est tard. Non. Cette, S-E-P-T, le chiffre, fourmi grise court dans les 3, le chiffre jardin, ou bien 7, le démonstratif, C-E-2-T-E, petite fourmi grise court à ce moment-là, C-O-U-R-T, dans les 3, il n'est pas large, jardin. Bon, voilà, quand je dis identifier les mots dans le flux verbal, alors ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Hélas, Alice, hélas. Bon, bref, j'arrête. Il faut identifier les mots dans le flux verbal. Dans un cas, j'écris court, C-O-U-R-T. Dans un autre cas, je dois l'écrire C-O-U-R-E-N-T. Et oui, identifier les mots dans le flux verbal. Ce n'est pas encore de la grammaire, mais ça a tout de suite une incidence sur la grammaire. Puis, bien sûr, décrypter cette enveloppe sonore des mots pour avoir accès au sens. Ensuite, il faut un stock orthographique de mots réguliers et de mots irréguliers. Je ne peux pas écrire femme, F-A-M-E, ni orchestre, O-R-Q-U-E, ou K-E-S. Il faut des mots réguliers, table, d'accord, et un stock de mots irréguliers, femme, écho, orchestre, examen. Bon, il y en a énormément justement en français. Il faut des connaissances orthographiques. Je dis bavard et j'écris bavard avec un D parce que l'on dit bavarde. J'écris long avec un G parce qu'on lit longue. D'accord, il faut ces connaissances orthographiques, mais ça ne marche pas du tout à tous les coups. J'écris tabac avec un C, mais on dit tabac tiers et tabac J. Oh, alors là, j'ai plus de point de repère.
Oh là là, c'est extrêmement compliqué. Je crois que vous allez être beaucoup plus indulgent pour les notes d'orthographe de vos enfants, non? Enfin, bien. Il faut la connaissance des régularités. Nous, en français, nous n'écrivons jamais EAU en début de mot, sauf dans les noms de villes ou de lieux dits. Parce que EAU en début de mot, sauf évidemment pour l'eau qu'on boit, mais je parle d'un mot qui aurait en première syllabe eau, il n'y a jamais d'occurrence EAU en début de mot. Nous savons tout ça parce qu'effectivement, nous sommes des lecteurs. Puis, ça ne suffit pas encore. Il faut la connaissance du système, de ce qu'on appelle le système silencieux. Quand je conjugue, je chante, tu chantes, il chante, il pluriel chante. Ah, ben, j'entends la même chose et pourtant une fois j'ai E, une fois j'ai ES, une fois j'ai ENT. Le système silencieux du pluriel, la table, les tables. Hein, c'est bien pour ça que vos enfants oublient si souvent les S, parce qu'ils ne se prononcent pas. Hein, pour les plus petits enfants, je dis très souvent, tu fermes les yeux et tu t'imagines. Là, les verres sont sur la table. Les verres. Ferme les yeux. Tu en vois un ou plusieurs? Plusieurs? Alors tu mets un S. Le verre est sur la table. Ferme les yeux. Un ou plusieurs? Alors tu mets pas d'S. Alors pour écrire, ferme les yeux. Bon, ça a une limite. D'accord, mais fais vite, fais-le vite. Tu vois un ou plusieurs. Vous voyez, au lieu de dire quand il y a les, il y a S, etc. Ils ne l'entendent pas. Puis, il faut enfin les règles. Vous voyez? Enfin, ce qu'on croit être premier, non. Il faut les règles. Et tout ça va permettre de programmer un geste pour écrire, un geste graphomoteur, qui va déclencher un geste scripteur. Et en dictée, il faut bien sûr tout faire en même temps. Donc c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Et quand je gère des conflits, cela devient très vite source d'erreur. La dictée, c'est tout le temps gérer des conflits, tout le temps. Je mets S ou je mets pas S? Je mets un M ou je mets deux M? Je mets ENT ou je mets... C'est tout le temps. Je mets T, je mets D, je mets... C'est tout le temps. C'est en permanence gérer des conflits. Et quand le cerveau gère des conflits, eh bien, en orthographe, il a deux choix. Le premier choix, c'est se remémorer la forme la plus fréquente, celle qu'il a vue le plus. Ou le deuxième choix, c'est appliquer une règle. Eh bien, quand on écrit sous la dictée, on n'a pas beaucoup de temps pour se remémorer la règle et appliquer la règle. Donc, le cerveau choisit la forme qui est la plus rapide et la plus efficace. Donc, il choisit de se remémorer. Et c'est bien pour ça que vous trouvez beaucoup plus fréquemment S que ENT, parce que la forme, par exemple, de les timbres, et avec S est beaucoup plus fréquent que il timbre. Hein. Et le coût cognitif est bien moindre pour le récupérer. Alors, petit exemple, là, quand vos enfants ont une dictée à préparer à la maison. Hein, ça arrive quelquefois, et même souvent. Quand il y a une dictée préparée, alors, cette dictée, en principe, ils l'ont déjà étudiée en classe. Donc, vous en avez déjà le texte. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, la lire avec eux, la faire observer ce texte et les faire verbaliser en leur demandant « Qu'est-ce qui est curieux ? Quel mot te surprend ? Quel mot est difficile ? Quel mot aurais-tu écrit autrement ? Quel mot ne connais-tu pas? Quel mot ne sais-tu pas prononcer? Etc. Une première phase qui est déjà une phase uniquement d'observation et de verbalisation. Puis, comme vous avez généralement une semaine pour préparer cette dictée,
voire 3 jours. Tout dépend du niveau de classe, des enseignants, de la longueur de la dictée. La préparer par objectifs successifs. Dans un premier temps, je fais repérer les accords sujet-verbe et je fais réécrire tous les accords sujet-verbe. Je ne m'occupe que des sujets-verbes. Dans un deuxième temps, je ne m'occupe que des mots invariables. Et je fais la récolte des mots invariables dans la dictée et je fais écrire ces mots invariables. Puis, je reprends accord sujet-verbe, mots invariables. Dans un troisième temps, les accords non adjectifs. Dans un quatrième temps, les mots irréguliers, c'est-à-dire les mots qui ne se prononcent pas, qui ne s'écrivent pas, comme ils se prononcent. Et en dernier lieu, les règles. Et je refais faire la veille de la dictée, la veille du jour où les élèves doivent faire la dictée en classe. Là, je la refais faire en entier, une fois, voire 2 fois. Mais vous verrez que si vous la préparez comme cela de façon très fractionnée, les élèves là, auront beaucoup moins de difficultés à la retenir sur du long terme et pas seulement en copie immédiate le lendemain. Un petit tableau, un autre outil qui peut aussi servir, un petit tableau pour repérer les types de fautes qui sont le plus fréquents. Petit tableau que j'ai baptisé, moi, pour mes élèves, pour progresser en orthographe, je classe mes erreurs. Il y a des erreurs qui sont des erreurs de type visuel, c'est-à-dire des lettres qui sont confondues, quelquefois, des mots qui sont mal coupés, des mots qui sont collés, l'article collé avec le nom, par exemple. Ce sont des erreurs de type visuel. Il y a des erreurs de type phonologique, des erreurs de son, des sons qui sont inexacts, des erreurs, des mots, ce qu'on appelle d'orthographe d'usage. J'écris un brin d'herbe, je l'écris B-R-U-N. Brin, ça fait brin, c'est pas une faute de son, c'est pas une faute visuelle, c'est vraiment une faute d'usage, parce que ça s'écrit, il y a 2 façons d'écrire, il y a brin, la couleur, et puis il y a brin, B-R-I-N, ça c'est une faute d'usage. Et puis il y a des fautes d'accord, bien sûr, et puis il y a des fautes de mots invariables. Ce tableau, il va déjà permettre d'objectiver le type de faute. Votre enfant ou votre petit enfant qui a toujours 0 à la dictée et qui pense qu'il est nul en orthographe, vous allez lui dire « Ah d'accord, il y a beaucoup de fautes d'usage, il y a beaucoup de fautes de son, mais finalement, les mots invariables, tu les connais très bien, et les fautes d'accord, tu n'en fais pratiquement pas. Ou au contraire, il y a beaucoup de fautes d'accord, mais il n'y a aucune faute visuelle. » Voyez, vous allez relativiser le 0 et lui fixer comme objectif de progresser dans une des colonnes. Et là, le 0 en orthographe ne sera plus la fatalité. Et il y aura des progrès pour progresser en orthographe. Je pense qu'on va conclure là. On a déjà beaucoup abusé de votre attention. Avec énormément, ça a été très dense, très riche. Je pense qu'il y a 3 grandes idées de force, finalement. Il y a les préalables que nous avons vus, tant en ce qui concerne le lieu neutre, la personne bienveillante, cadrante, sécurisante, les choses négociables, les choses pas négociables, les horaires, les positions, le travail à plusieurs, inviter des amis de vos enfants pour travailler. Vous verrez qu'ils sont beaucoup plus compliants lorsqu'ils sont ensemble. Il y a la partie apprentissage des leçons
compréhension, mémorisation, il y a la partie exercice. Et moi, ce qui m'intéresse sur la partie exercice, c'est de bien comprendre que pour apprendre, il faut s'entraîner. Hein, que c'est l'entraînement, effectivement, qui va permettre de réussir. Alors, on a vu des quantités astronomiques de façons de s'entraîner. Elles sont disponibles, elles sont sur les sites. Ce n'est pas, vous pouvez les choisir, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de tout faire, mais il s'agit bien d'intégrer que c'est l'entraînement qui va être gage de réussite. Et bien sûr, reprendre la correction après le contrôle, ça c'est l'enfant idéal. Hein. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas non plus désespérant. Ce n'est pas que votre enfant est le pire de toute la planète. Hein. C'est parce que c'est un enfant parfaitement normal et que aussi il n'aime pas trop revenir sur ce qu'il n'a pas réussi. Donc on ne peut pas tout réussir à la fois en même temps. Hein. Si on travaille tout ce qui est matériel comme organisation, si on travaille la posture de l'aidant, si on travaille la compréhension, l'explicitation, la mémorisation et bien évidemment l'entraînement, c'est déjà une tâche absolument énorme, hein, pour cette mission qui vous incombe à vous, parents, grands-parents, aidants, accompagnants. Donc, j'espère que ce soir, nous ne vous en aurons pas trop dit. Hein, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci.